spécialiste du monde arabe, ni spécialiste de migration. Alors évidemment, je fais très fort, vous comprenez. Mais je me suis dit, après avoir hésité à répondre positivement face à une telle incompétence, je me suis dit, mais dans le fond, toute consultation a besoin d'un médecin généraliste. Et quelquefois, le médecin de campagne a quelques inspirations de bon sens qu'il peut ainsi lâcher dans une auguste assemblée. Et donc, je me suis dit, c'est sûrement pour ça que l'on me demande de venir. Mon généralisme tient à mon internationalisme. Et j'ai suggéré un intitulé dont je pensais qu'il allait être doté, qui a été accepté comme tel, l'intégration sociale internationale du monde arabe. Et je vais m'évertuer pendant cette demi-heure de montrer que ce n'est pas du tout hors sujet, mais que dans mon esprit et de la manière dont évolue la prise en compte des phénomènes sociaux internationaux aujourd'hui, c'est même, en tous les cas, telle est la première idée que je voudrais vous proposer, un détour, même plus qu'un détour, une introduction obligatoire. Alors, en quoi? Eh bien, l'hypothèse sur laquelle je travaille en ce moment, depuis un certain temps, c'est de dire en même temps que l'état d'intégration sociale internationale est explicatif d'un certain nombre de variables, dont la variable migratoire, que l'on ne peut pas, et ça a été dit déjà tout à l'heure, prendre en compte la migration sans placer celle-ci dans la totalité de l'espace mondial. Et d'autre part, je pense qu'on peut même hasarder l'hypothèse, mais je serai plus prudent, que d'un certain point de vue, les flux migratoires, et je dirais d'ailleurs volontiers les flux de mobilité effectivement, peuvent apparaître comme régulateurs des crises d'intégration sociale internationale. Voilà en gros la double hypothèse que je voudrais vous proposer, en essayant de voir d'abord d'où vient ce concept d'intégration sociale internationale que j'essaye de fixer dans mon analyse. Bien entendu, il vient de mon maître absolu, le sociologue Émile Durkheim. Et Durkheim, au XIXe siècle, nous disait à propos de la nation que sans un minimum d'intégration à l'échelle nationale, les sociétés risquaient d'éclater, d'imploser, et Marx de risquer alors d'avoir raison. Et donc, nous explique Durkheim, pour éviter l'implosion de la société, il faut construire un minimum d'intégration nationale qui a donné naissance à ce que vous connaissez tous, les politiques sociales, les politiques de bien-être, bref, les politiques publiques actives d'intégration sociale nationale. Eh bien, une autre hypothèse est de dire que ce qui enclenchait la réflexion de Durkheim à la fin du XIXe siècle à propos des nations est applicable aujourd'hui à propos de l'espace mondial. C'est-à-dire que le niveau de densification, de communication, d'échange entre les différentes parties constitutives de l'espace mondial est tel aujourd'hui que d'une part, nous sommes dans une situation où tout le monde dépendant de tout le monde et tout le monde voyant tout le monde, il est indispensable de construire un minimum d'intégration sociale internationale et que le défaut d'intégration sociale internationale devient alors explicatif des conflits, non plus sociaux nationaux comme du temps de Durkheim, mais des conflits internationaux. Ce qui explique par la même occasion que les conflits internationaux aujourd'hui ne correspondent plus à la guerre clausewitzienne, mais correspondent à une réalité sociale infiniment plus complexe, où effectivement les comportements sociaux prennent de plus en plus la place des stratégies et des compétitions interétatiques. Autrement dit, 95% de la conflictualité internationale est d'extraction sociale et est imputable au défaut d'intégration sociale internationale. Comment mesurer cette intégration sociale internationale? D'abord, comment la définir? Ça fait 4 minutes que je parle de l'intégration, je ne l'ai pas définie. Eh bien, l'intégration, c'est la participation active des unités à la totalité qui conduisent les unités à s'identifier à cette totalité. C'est-à-dire, on est intégré à partir du moment où l'appartenance à la totalité l'emporte sur la
l'identité particulière, particulariste que proclame l'individu. Et donc, il y a dans l'intégration une dimension subjective très importante qui conduit effectivement les individus dans l'espace mondial soit à se rétracter sur leur appartenance particulière, soit au contraire à se penser dans la totalité, voire se penser comme étant la totalité universelle. C'est-à-dire les plus intégrés d'entre eux considérant qu'ils incarnent un universel qui s'impose à tous. C'est exactement le modèle brennérien que Olivier rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement au maximum de l'intégration, eh bien on se pense comme porteur de l'universel, et c'est pour ça que celui qui est le plus doté a toujours tendance à se présenter comme l'universel. Comment mesurer cette intégration sociale internationale? Eh bien d'abord on la distingue en deux, l'intégration sociale matérielle et l'intégration sociale symbolique. L'intégration sociale matérielle, c'est quoi? C'est l'accès aux biens, c'est-à-dire on considérera que l'intégration sociale internationale est fonction du niveau d'accès aux biens des individus, c'est-à-dire des biens communs, bien entendu, de l'humanité. Quant à l'intégration sociale symbolique, c'est quelque chose que je tiens pour de plus en plus important dans l'espace mondial, c'est l'accès aux biens symboliques, c'est-à-dire l'accès à la reconnaissance. C'est-à-dire arriver à un stade où l'autre vous reconnaît, c'est la dialectique de l'ennemi ou de l'étranger. L'ennemi est en fait pleinement reconnu. Et dans le modèle classique, l'ennemi est le double parfait de ce que l'on est, c'est-à-dire on le reconnaît. Le dérapage dans l'intégration sociale symbolique, c'est quand l'autre n'est pas reconnu dans la plénitude de son être, et donc conduit à ce qui me fera tout à l'heure proposer une autre direction, qui est l'humiliation. L'humiliation est aujourd'hui probablement le facteur essentiel de violence et de conflit dans le monde, et la marque la plus forte du défaut d'intégration sociale symbolique. Nous sommes dans un monde, pardon de rappeler ça, ça fait toujours grincer, nous sommes clairement dans un monde où un homme ne vaut pas un autre homme. Nous sommes clairement dans un monde où un mort ne vaut pas un autre mort. Un mort ou un blessé en Israël, c'est une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Un mort en Palestine, c'est même pas un entrefilet dans les journaux. Et que dire des morts totalement anonymes, comme par exemple ceux de la République démocratique du Congo, qui par définition n'ont aucune importance. Il ne faut quand même pas oublier le fondement essentiellement raciste de nos relations internationales, même si le propos est tabou et difficilement accepté, mais voilà, j'entends le rappeler, ce qui pour moi est l'optimum du défaut d'intégration sociale internationale. Et là aussi, on pourrait retourner à Durkheim et retourner aux nations. Dans les nations, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire les classes laborieuses étaient considérées, d'ailleurs dans un premier temps, comme des citoyens passifs, comme des citoyens exclus, et comme des individus qui n'indiquent pas pleine reconnaissance. Et mesdames, pardon d'oublier, jusqu'en 1945, effectivement, les femmes ne sont pas pleinement reconnues comme êtres humains et donc sont dans une situation de défaut d'intégration sociale encore nationale. Eh bien, quid au niveau international. Alors, si maintenant on essaye de travailler cette hypothèse pour le monde arabe, parce que on va parler du monde arabe, c'est que l'introduction théorique, je pense qu'il faut penser en trois temps, hein, ce qui ne se fait pas dans l'établissement où je viens, mais comme tout qui fait le temps, je prends cette liberté. D'abord, essayer de mesurer, peut-on mesurer le degré d'intégration sociale internationale du monde arabe? Question à laquelle je vais essayer de répondre en 6-7 minutes. Deuxièmement, y a-t-il, comment plutôt rattacher cette analyse, ce diagnostic sur l'intégration sociale internationale du monde arabe au mécanisme de gouvernance? Puisque finalement l'intégration sociale internationale, elle est totalement dépendante des mécanismes de gouvernance de notre espace mondial. Et enfin, troisièmement, il ne faut pas oublier, et la discussion a déjà mis en scène cet élément très important, comment le temps social dans le monde arabe vient ou ne vient pas corriger ce défaut d'intégration sociale internationale du monde arabe. Alors, déficit d'intégration sociale internationale du monde arabe. Comment en faire la mesure?